Bonjour à tous. Je me présente, Edmond Cissé, donc je représente la société Ureus qui est spécialisée dans l'ingénierie et la sécurité des données. Donc ingénierie essentiellement, donc nous fournissons des conseils et des services dans le domaine du business intelligence, de l'analyse prédictive et du machine learning. Sur tout ce qui est aspect sécurité des données, donc on aide les entreprises à évaluer les risques en matière de sécurité d'information, donc tout ce qui est confidentialité, disponibilité et intégrité. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de Data Lab. Donc Data Lab, c'est un concept qui ressemble un tout petit peu à ce qu'on pourrait dire le Fab Lab, donc des similitudes au niveau du mode de fonctionnement. Mais vous verrez un peu plus tard qu'il y a juste une petite différence, c'est que, je lâche le mot, c'est qu'un Data Lab est quelque chose qu'on peut détruire, alors que le Fab Lab, je ne pense pas que ça fasse plaisir à Pascal qu'on le détruise, en tout cas tout de suite. Alors, je reprends un tout petit peu l'historique du BI, parce qu'en fait, il faut savoir que depuis 20 ans, le BI est resté relativement statique. Donc relativement statique, donc maintenu dans on pourra dire une zone de confort. Alors trois types de zones de confort que je vais énumérer tout à l'heure et qui ont empêché en fin de compte les nouvelles technologies, parce que le big data existe depuis que l'Internet existe. Seulement, il vient d'être mis en relief par des initiatives comme notamment Hadoop d'Apache. Et donc, ce BI a été maintenu, si vous voulez, empêcher en fin de compte tout ce qui est technologie d'analyse prédictive et analytique d'émerger, et ça par le biais des éditeurs donc, qui ont imposé pendant 20 ans des modèles donc, de stockage de données en ligne qui sont très efficaces pour tout ce qui est transactionnel, mais qui ne répondent plus aux besoins en fait, de l'analyse de tout ce qui est analytique. 3 zones de confort, une zone de confort technologique, donc je viens de le dire, avec le maintien en fait, du stockage en ligne. La zone de confort méthodologique a été basée sur la logique en fait, du data warehouse. Il faut savoir que le data warehouse, c'est une logique qui réunit en fin de compte des données sous la base de référentiels métiers. Et les DSI, d'une manière générale, se sont basés sur cette logique pour construire une gouvernance de données. Et pour faire simple, cette gouvernance de données interdit à toute donnée qui ne fasse pas partie du data warehouse d'être utilisée dans le BI. Donc ça vous laisse deviner en fin de compte le problème qui se pose quand dans les entreprises on a besoin de données qui sont extérieures et qui ne sont pas dans le data warehouse. La 3e zone de confort, c'est une zone de confort stratégique et qui est toujours liée, si vous voulez, à la gouvernance des données. C'est que cette gouvernance de données a été figée et ne prend pas en compte en fait, des nouvelles exigences et des contraintes de l'entreprise. Donc, du coup, la pression en fait, des directions métiers est très forte. Ces directions métiers ont besoin d'informations qui sont à l'extérieur en fait, de l'entreprise et ont des besoins que auxquels l'IT ne peut pas répondre. Et du coup, on va voir que les conséquences vont être multiples. C'est que d'une manière générale, certains services, on va dire les services marketing et financiers, ont des budgets autonomes qui leur permettent en fait de contourner l'IT en mettant en place des structures, on va dire, parallèles. D'autres sont obligés en fait, donc derrière, de ne pas répondre ou de produire en fait des analyses qui ne sont pas performantes, et ça va impacter en fait sur la chaîne décisionnelle de l'entreprise. Donc, les nouvelles exigences dont je parlais tout à l'heure, c'est d'avoir des nouvelles données qui sont en dehors du périmètre donc référentiel de l'entreprise, et ce périmètre est essentiellement métier. Une autre exigence, c'est l'analyse exploratoire des données, donc non structurées et non modélisées. Toutes ces données sont toujours en dehors du data warehouse,
sur lesquels la gouvernance des données est basée. Et en fait, de plus en plus de besoins, c'est un besoin en fin de compte d'avoir, du côté des directions métiers, d'avoir un BI ponctuel pour tout simplement faire des analyses et des études ponctuelles sans forcément être en production. D'accord ? Donc, il faudrait avoir une infrastructure qui ne coûte pas cher et qui soit donc disponible relativement vite. Alors, le problème qui se pose, c'est que, d'une manière générale, quand on se retrouve dans des entreprises, le BI est déjà mis en place, donc ce sont des structures quelquefois verticales, et l'IT ne répond pas forcément rapidement à la disponibilité des besoins, donc c'est-à-dire en termes de comment dirais-je, de données, et ça coûte cher. Alors, quand on parle de BI, quand on parle de BI, en fin de compte, toutes les entreprises répondent oui, presque. À 75%, toutes les entreprises vous disent on a des projets de BI en cours ou on est déjà sur des projets de BI. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que 6% d'entreprises ont réellement, en fin de compte, des projets qui ont été conduits dans le domaine du BI et que 35% ou 31% ont des projets en cours, mais le budget n'est pas défini. Et 38% qui restent sont intéressés par le BI, mais n'ont pas de projet en cours. Donc on se retrouve quelque part avec 6% globalement d'entreprises qui ont réellement une expérience dans le domaine de BI avec des projets qui sont réellement conduits. Et les secteurs qui sont leaders en fin de compte dans ce domaine, on va retrouver en fait les secteurs du service, donc des télécoms, les banques, l'assurance et tout ce qui est la grande distribution. Alors, quels sont les principaux freins pour l'adoption du Big Data ? Alors, quand je parle de Big Data, je préfère parler de 3V parce que quand on parle de Big Data, on n'est pas obligé d'avoir forcément beaucoup de volume. Il faut soit avoir des données variées, soit avoir des données qui arrivent, si vous voulez, avec un flux rapide, soit avoir des données volumineuses. Donc, le problème du Big Data n'est pas forcément l'ensemble des trois, ça peut être une des trois composantes. Donc, la difficulté, les freins principaux qui ont été, donc tout ça, ce sont également des enquêtes qui ont été conduites auprès des entreprises françaises. Et les premières, donc dans l'ordre d'importance, les freins d'adoption, la première, c'est la difficulté à identifier en effet le gain concret ou le retour sur investissement d'un projet BI. Donc c'est le premier frein. C'est-à-dire qu'en effet, d'une manière générale, ce qu'on demande aux entreprises, c'est d'investir énormément sur un projet Big Data, c'est-à-dire on va semer un tout petit peu de l'argent et puis on va croiser les doigts pour se dire peut-être qu'on va trouver quelque chose. Le second frein, c'est le manque de budget qui est annoncé. Le troisième frein, c'est la difficulté donc, d'identifier l'impact potentiel donc, d'un projet BI sur les systèmes d'information décisionnelle qui sont déjà en place dans l'entreprise. Et puis après arrive le manque de compétences de ressources en interne. Les DG, donc les directions, la direction générale qui ne comprend pas très bien également et qui manque d'initiative pour pousser des projets BI. Et après, il y a les manques de connaissances des solutions et la mauvaise qualité des données. C'est-à-dire que les entreprises qui disposent de mauvaise qualité de données se disent ne pas être impliquées dans un projet Big Data. Alors, ces principaux freins, quels sont les risques, en fin de compte, qui découlent de ces principaux freins ? La première chose, c'est que les services, en fin de compte, analytiques ne pourront pas fournir on va dire des analyses performantes et ça va impacter forcément sur le système décisionnel de l'entreprise. La deuxième chose, c'est qu'on va se retrouver avec des directions métiers qui vont essayer de contourner en fin de compte l'insuffisance de l'IT en intégrant dans l'entreprise, on va dire, des outils, entre guillemets, agiles et qui vont essayer de répondre à leurs propres besoins. Donc on commence à avoir un tout petit peu partout dans les départements des outils Big Data qui vont essayer de contourner le manque de réactivité ou de disponibilité de l'IT. La troisième chose, c'est le contournement de l'IT, donc on y arrive. Alors ce contournement, il est possible pour
certains départements qui ont les moyens, ce sont les départements généralement finance et marketing, donc qui vont mettre en place carrément des entrepôts parallèles et des infrastructures parallèles qui vont concurrencer quelque part l'entrepôt qui existe, l'entrepôt de l'entreprise. Le dernier risque, c'est forcément donc la mise en péril de toute la chaîne décisionnelle parce qu'il n'y a pas de cohérence, en fin de compte, dans la gestion en fait, de la décision de l'entreprise. Alors, je vais vous parler du mot, je vous ai parlé de Data Lab. J'ai donné une définition de Data Lab, ce serait un laboratoire de données. D'accord ? Donc, un laboratoire de données, un environnement exploratoire, donc analytique, et qui mettrait en place des informaticiens, des statisticiens, des mathématiciens, on va dire des gens du métier, tout ça pour pouvoir donner du sens, si vous voulez, aux données, en expérimentant des algorithmes, des statistiques, et en essayant de mettre en place ou de définir en fin de compte des prévisions ou des modèles qui permettent d'améliorer la prise de décision. Il faut savoir que quelquefois, les entreprises ne cherchent pas à améliorer leur prise de décision de 10%, 0% jusqu'à 3%, c'est déjà énorme. Parce que d'une manière générale, ces outils n'apportent pas forcément énormément d'informations, mais confortent déjà l'idée de ce qu'elles se sont déjà faites sur la décision qu'elles ont prise. Ah, d'accord, ok. Déjà, ça lançait beaucoup. Donc, que peut apporter le Data Lab ? Donc, le Data Lab peut permettre, en fait, donc l'idée déjà du Data Lab, c'est de découvrir, de collecter, de quantifier, de valider les données externes. Donc, cette première donnée permet de répondre, en fait, aux exigences des directions métiers. La deuxième chose, c'est que d'une manière générale, le Data Lab est censé et dédié, si vous voulez, à un usage ponctuel pour des analyses ou des études qui doivent découler sur des POC, des Proof of Concept. Quand on parle d'usage ponctuel, ça limite tout simplement, ça répond aux freins de budget. C'est-à-dire que quand on va déployer un système dont l'usage est ponctuel, on va essayer de faire de telle sorte que le budget qui est alloué à ce système soit très bas. Il doit être ouvert, accessible à tous. Donc c'est un terrain de jeu, un Data Lab, un terrain de jeu pour les analystes et également pour les techniques. Pour les analystes, ça leur permettrait d'une manière générale à récupérer des informations, à faire leurs analyses et à les tester. Une fois ces analyses validées donc, au niveau de l'expérience métier, ces analyses vont pouvoir être mises en place dans le système décisionnel de l'entreprise. C'est un terrain de jeu également pour la partie technique. Vous avez vu que sur les freins dont on parlait, il y avait un manque de compétences. Un terrain de jeu qui permettrait à l'IT de pouvoir évaluer des outils, donc à côté du système principal, et pouvoir essayer d'intégrer en fin de compte ces outils en production dans le système décisionnel. Donc on voit que le Data Lab est un terrain de jeu qui doit être ouvert à tout le monde, et l'avantage c'est que s'il est ouvert à tout le monde, forcément, les gens vont y aller, et le but de l'innovation, c'est de pousser les gens à essayer, à tester, parce que de toute manière, le but, c'est de retrouver quelque chose. Il doit être construit, par contre, en tenant compte des règles de gouvernance de l'entreprise. Donc là, on se retrouve avec une petite contradiction, c'est-à-dire que ce qui empêchait les entreprises, en fait, les départements métiers de mettre en place des outils, on demande également au Data Lab quand même de respecter des règles de gouvernance incontournables. Pourquoi ? Parce que une fois qu'un résultat est découvert dans un Data Lab, il ne faut pas attendre 1 an pour que ce résultat ou que cette analyse soit en production. Donc il faudrait que automatiquement le Data Lab puisse être transposé en production. Donc il ne faut pas qu'il soit trop éloigné en fin de compte de l'infrastructure qui existe. Et donc, du coup, dans cette construction, il faut forcément intégrer la partie technique, donc les DSI et les analystes. L'architecture, du coup, doit être modulaire, donc flexible, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une entreprise, on n'a pas qu'un seul Data Lab. Chaque direction métier doit pouvoir avoir son propre Data Lab. Et modulaire, parce qu'on doit pouvoir, à un moment, arbitrer de manière générale, enlever un module qui permettait de gérer tel ou tel flux de données et le remplacer par un autre module
qui a été utilisé par un autre data lab. Donc à un moment, la DSI va se retrouver à arbitrer parmi plusieurs data labs quel module on va utiliser. Ce qui a le fait que ce soit flexible, modulaire, permettra, si vous voulez, à la DSI de ne pas avoir ce problème, donc éviter en fin de compte des solutions. Le data lab doit éviter d'avoir des solutions, qu'on va dire, sur l'étagère. Et forcément, les solutions sur étagère, ça coûte très cher, et ce n'est pas le but du data lab. Alors, je vais vous illustrer en fait l'exemple d'un data lab, alors qui n'est pas dans le milieu de l'entreprise, mais dont le fonctionnement est similaire à ce qu'on peut retrouver en entreprise. Donc, c'est un projet qui a été, initié en 2009. Alors, je marque 2009 en gras parce qu'il me semble bien que 2009, c'est l'année où l'initiative en fait Hadoop a été lancée. Donc, ce projet a été lancé, si vous voulez, avant qu'on soit au courant des initiatives d'Hadoop. Le contexte, c'était une mission, en fin de compte, sur l'air et la santé qui a été diligentée par une collectivité et, on va dire, un hôpital, donc un centre universitaire hospitalier. L'objectif, c'était de rechercher le lien entre la densité de séjour hospitalier et les caractéristiques environnementales donc, qu'on choisirait sur une zone de données. Donc, d'une manière générale, quel est l'impact, en fait, pour ce cas-ci, on a pris la pollution, quel est l'impact de la pollution sur la santé publique. L'équipe, c'était une équipe donc, qui se trouve dans cet hôpital donc, à l'Université de Nice. Donc, c'est un projet qui a été développé au sein de l'Université de Nice avec l'équipe IRIS. Donc, IRIS, c'est l'ingénierie du risque et de l'information de santé. Donc, cette équipe était composée donc, d'un médecin, donc, responsable scientifique, d'un biostatisticien donc, qui était censé gérer en fait, des données médico-économiques, un géomaticien et un architecte en système décisionnel et analytique. Les méthodes qu'on avait utilisées pour ce projet, c'était d'essayer de croiser le maximum de données. Et on avait croisé en fait, des données d'origine médico-économique, d'activité, donc d'activité de soins dans les hôpitaux, des données environnementales, en l'occurrence, on avait récupéré en fin de compte des données de pollution, on va voir tout à l'heure quel type de pollution, des données géographiques, des données structurelles et des données démographiques. Donc on avait mixé quand même pas mal de types de données qui n'étaient pas forcément destinées pour notre projet, qu'on a eu à transformer, et qui n'étaient pas forcément de la même structure. Qu'est-ce qu'on a eu à modifier? Donc on se retrouve avec tous ces éléments, et donc des données donc, de sources et de nature variées, brutes, semi-structurées avec des formats variables et très volumineuses, parce qu'on avait, en fin de compte, il fallait utiliser toutes les données, donc tous les séjours qui se passaient en France, donc dans tous les hôpitaux de France. Je vous laisse imaginer le volume de données, donc sur 3 ans, et donc une couverture qui était spatio-temporelle différente. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. D'une manière générale, les séjours, on les avait sur une granularité temporelle d'1 mois, alors que les données de pollution, on les avait sur une granularité d'1 jour. Et donc, le but, c'était d'essayer de ramener, en fin de compte, toutes ces données à une même échelle. Donc, ça traduit quand même, ça demandait, en fin de compte, pas mal de traitements. Alors, voilà ce que ça donne, en fait, compte au niveau de l'interface. Donc, ce qu'on a proposé comme outil, donc finalement comme outil de Data Lab, qui permettait en fait tout simplement de choisir une année, une région, de choisir un type de polluant, donc là en l'occurrence vous verrez que c'est le radon, et un type d'affection, et de pouvoir cliquer dans une zone de la région et de voir en fin de compte quel est le taux, en fin de compte, quel est l'impact d'une pollution sur telle catégorie de maladie. Alors, ce projet existe, il est toujours donc, en fonction. On avait également plusieurs autres indicateurs, c'est-à-dire sur ce même type de plateforme, on pouvait avoir ici, on voit bien la variation de la pollution en fonction des nombres d'hospitalisations. Donc, on a l'impression d'avoir une certaine corrélation, mais il faut se méfier. On s'est gardé de toute interprétation à ce niveau-là. On pouvait avoir également quels sont les top 5 des
des hospitalisations qu'on avait dans la région, en fait, on avait tout un nombre d'indicateurs qui permettaient à un analyste, un épidémiologue, de pouvoir analyser et pouvoir sortir peut-être des modèles. Juste pour un retour d'expérience sur ce Data Lab, ce Data Lab, en fin de compte, nous a permis de valider des choix, le choix, en fin de compte, de la pertinence des données que nous avions utilisées pour le réaliser. On a dû collecter, nettoyer et générer des nouvelles données. Et c'est l'intérêt également des Data Labs au sein de l'entreprise, c'est que les données peuvent être agrégées dans un Data Lab et servir, en fin de compte, à d'autres Data Labs. Donc, quelque part, on va se créer un enterprise open data. Voilà. Donc, on va voir. Observer les possibilités de corrélation. Donc, cette plateforme a pu être transportée, en fait, transformée, si vous voulez, en 6 mois grâce à un stagiaire pour pouvoir non plus prendre en compte tout simplement le nombre d'hospitalisations, mais travailler, en fin de compte, faire des travaux sur le cancer. C'est-à-dire que ce Data Lab a été spécialisé en plateforme d'études épidémiologiques sur le cancer avec l'impact du radon. Les améliorations qu'on aurait pu avoir à ce niveau-là, c'est le gain en temps du traitement, parce que le temps du traitement était très long. Donc on aurait pu, peut-être en multiplexant, en distribuant les calculs, gagner un peu plus de temps. On aurait pu également utiliser les réseaux sociaux pour avoir un temps, des indications en temps réel. Vous vous souvenez qu'en 2009, on était en plein sur le virus du H1N1 et Google utilisait également ces données sociaux pour nous donner en temps réel les variations en fin de compte de H1N1 et ça nous avait donné déjà une idée de pouvoir exploiter en fin de compte les forums et les réseaux sociaux pour pouvoir avoir des informations mais sur le type de pollution. On aurait pu également passer de Google Maps à OpenStreetMap rapidement. Donc, globalement, pourquoi, rapidement pour conclure, pourquoi le Data Lab pourrait être la clé de voûte? C'était la question qu'on se posait au départ. Une clé de voûte, en fait, la clé de voûte, c'est une pierre, en fin de compte, qui est censée, en fin de compte, pouvoir absorber le maximum de pression. Et le Data Lab est un élément qui permet d'absorber le maximum de pression du côté des directions métiers et du côté, en fin de compte, de l'IT. Et derrière, clé de voûte pour le système décisionnel, parce que c'est un terrain de jeu. Et dans ce terrain de jeu, le Data Lab peut apporter, en fait, une communication entre les métiers et l'IT, qui sont souvent confrontés, en fin de compte, à des choses sérieuses, alors que le Data Lab, c'est quelque chose de pas sérieux, on va dire, entre guillemets, et ça permet, en fin de compte, d'avoir un peu plus de souplesse et un peu plus de dialogue entre l'IT et les services métiers. Et je pense que ce sont des éléments qui permettent, en fait, de pouvoir améliorer le système décisionnel global de l'entreprise. Voilà. Je vous remercie.